Eh bien, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première conférence mensuelle de la SIA 2021. Mon nom est Hervé Gros. J'ai été jusqu'à il y a quelques jours directeur général de la SIA avec un immense plaisir. Et il m'a été demandé d'animer cette première conférence dans l'attente de l'arrivée imminente de mon successeur. Je suis ravi d'être avec vous tous encore ce soir. Bienvenue à tous ceux qui assistent aussi pour la première fois à une conférence de la SIA parce que vous avez vu en ouverture ce petit film qui raconte ce que nous sommes, ce qu'est la SIA, la société savante de la filière automobile, à travers ses missions, ses activités depuis 1927 déjà, avec un cœur nucléaire que sont depuis 3 ans les communautés d'experts au nombre de 13 ou 14 et dont une qui est mise à l'honneur aujourd'hui et que je remercie déjà pour sa mobilisation pour cette conférence ce soir. Les communautés d'experts et puis bien sûr des centaines d'ingénieurs, de scientifiques, de technologues, j'aime bien ce terme-là, des domaines majeurs de notre industrie. Alors, vous voyez sur la slide suivante quelles sont les conférences de l'année. Pardonnez-moi, je me suis trompé en appuyant sur les boutons. Excusez-moi, je reviens. Les conférences de la SIA 2021, vous voyez l'ensemble du programme. Aujourd'hui, sur le manufacturing, je vais y revenir. Vous voyez en février la réalité virtuelle, en avril les hydrocarbures, les énergies nouvelles, la révolution du monde des optiques et mixé aux ADAS au profit du zéro accident. Vous le voyez et vous pouvez consulter l'ensemble de ces conférences sur le site de la SIA, www.sia.fr. Vous le voyez aussi, ces conférences sont réservées aux membres de la SIA. Il y a plus de 2000 membres de la SIA, mais aussi, et c'est important, à tous les collaborateurs des entreprises partenaires. J'insiste sur le sujet, à tous les collaborateurs des entreprises partenaires. Et il y a à peu près une centaine d'entreprises partenaires, des entreprises majeures de la filière automobile. Et donc, tous les collaborateurs sont invités à nos conférences. Un petit moins, aujourd'hui, c'est une conférence un peu particulière, car si, en général, vous le voyez sur l'exemple au mois de février, sur la réalité virtuelle avec les maîtres experts ou experts leaders, soit de PSA, soit de Renault, ce sont des conférences en général en duo, mais aujourd'hui, eh bien, c'est une communauté, la communauté d'experts qui va s'adresser à nous, qui va s'adresser à vous pour tout simplement parler des meilleures expériences à partager pour la montée en compétences, l'usine de demain et d'aujourd'hui, bien sûr, l'usine 4.0 dont on va parler par la formation, cette montée en compétences, par la formation et bien sûr le digital. C'est un vaste sujet, mais un sujet majeur de notre entreprise. Alors, vous le savez, je vous parle d'une communauté d'experts qui s'appelle Process et Production. Pendant très très longtemps, la SIA a été très tournée autour de l'ingénierie produit, mais depuis quelques années, nous avons pensé que le conseil d'administration, que l'on devrait bien évidemment, parce que qui dit ingénieur dit aussi manufacturing et supply chain, eh bien nous avons décidé de nous ouvrir beaucoup plus largement au-delà de la R&D. Et c'est le cas avec, depuis 2 ans et demi, la création de cette communauté d'experts process et production qui travaille sur tous ces sujets dans le cadre de partage sur les problématiques positives de demain sur le manufacturing et la supply chain 4.0. Quelques mots sur les modalités de notre conférence de ce soir. J'ai la chance d'être le modérateur. Je passe la parole dans quelques instants à l'ensemble de nos intervenants que je vais vous présenter. À peu près 45 minutes de présentation. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le côté droit de votre écran dans ce qui s'appelle le chat ou bavardage si vous avez l'appli, si je puis dire, dans une version française. Vous posez vos questions et je me ferai votre écho. Tout au long de la conférence, je note les questions et je n'en censure aucune puisque de toute façon, elles sont visibles, bien évidemment. Et je poserai dans la partie de questions-réponses, eh bien, toutes ces questions à l'ensemble de nos invités, d'intervenants ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce chat. Compte tenu du couvre-feu, en tout cas à 20 heures et pour certains déjà à 18 heures, mais pour ceux qui auraient un couvre-feu à 20 heures et qui souhaiteraient rentrer chez eux, eh bien, on va faire en sorte de respecter une fin vers 19h15, 19h20. Et donc, je redis à l'ensemble de nos conférenciers de bien tenir les, disons, 45 minutes de présentation pour garder une bonne trentaine de minutes
tranquillement et dans une bonne ambiance pour les questions-réponses. Alors, nos intervenants aujourd'hui, eh bien, la communauté d'experts process et production de la SIA depuis 3 ans, et je la remercie des travaux qu'elle a et sur lesquels elle travaille. C'est une communauté d'experts formidable dans une très, très bonne ambiance. Eh bien, elle est dirigée par Aimé Frédéric Rosenzweig, à qui je vais passer la parole dans quelques instants, qui, au-delà de présider cette communauté d'experts process et production, est aussi l'expert leader supply chain du groupe Renault. Intervenant aussi Johan Espier pour Bosch, et chacun se présentera, puis Claire l'Espagnol pour Michelin, Frédéric Zielinski de Forestia, Marc Landru de Valeo, Philippe Convin pour Plasticomium, Olivier Guézet pour le groupe PSA, Marc Lumia pour Continental et Caroline Wurz pour Renault de nouveau. Et nous sommes en direct avec, pour Johan et Marc, eh bien en direct, ils sont à Toulouse. Je les remercie et les salue. Et puis Claire est en direct, elle, de Clermont-Ferrand. Nous sommes dans différentes salles de la SIA réparties pour la partie, j'allais dire, plus Île-de-France. Voilà, merci beaucoup. Je suis ravi que cette première conférence soit avec une communauté d'experts dans sa globalité et plus particulièrement avec Aimé Frédéric Rosenzweig. Je sais que beaucoup de vos dirigeants, mesdames et messieurs de cette communauté conférenciers sont là. Je pense à des Jean-François ou à des Pascal qui vous écoutent. Eh bien, maintenant, je vous pose la parole et voyons en quoi la formation pour la digitale va transformer profondément les montées en compétences. Aimé Frédéric, je te passe la parole et moi, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. N'hésitez pas, les conférenciers, appuyez sur votre petit bouton bleu. À tout de suite. Bonjour à tous, merci Hervé pour cette superbe introduction. Donc je suis Aimé Frédéric Rosenzweig, expert leader au sein de la supply chain de Renault et j'ai le plaisir de coordonner la communauté d'experts process et production de la SIA. Au sein de la communauté, nous avons consacré l'année 2020 à la formation digitale et il nous semblait absolument logique en début d'année de partager notre travail avec l'ensemble de la filière via un webinar. Nombre d'entre nous, nous agissons dans nos entreprises à la transformation digitale de nos usines, de nos ingénieries process, de nos supply chains. Et nous voyons, depuis quelques années maintenant, arriver de nombreux nouveaux outils de l'industrie 4.0. Au sein de la communauté d'experts, nous voulions partager et progresser sur les impacts de ces outils pour la formation. Comment les nouvelles technologies transformaient la façon de former nos collaborateurs. Et quand nous parlons de formation, il faut prendre une vue large en regardant à la fois les impacts sur les compétences, sur l'employabilité, sur les parcours de carrière. Au travers des témoignages, nous souhaitons vous montrer que la formation digitale s'intègre complètement dans l'ensemble du processus de formation, qu'elle permet de jouer la complémentarité entre des actions globales corporate et des ajustements, des initiatives locales dans les usines, dans les régions, en fonction des enjeux du terrain. Nous voulions vous montrer aussi que cette formation est extrêmement performante, car elle est immersive, elle permet d'aller plus vite et d'être extrêmement concrète. Et finalement, cette formation, elle est à la portée de tous les acteurs de la filière, car nombre de technologies sont déjà très démocratisé. Pour ce webinaire, nous vous avons concocté un parcours complet qui va vous permettre de voir les multiples facettes de la formation digitale. Nous commencerons par regarder les enjeux sur des approches globales. Ensuite, nous ferons un zoom sur les MOOC, les Massive Open Online Courses. Puis, nous regarderons avec la réalité virtuelle, avec les jumeaux numériques, comment cela nous ouvre de nouvelles possibilités. Nous continuerons par un axe, un angle qualité et nous clôturerons le programme avec les Serious Games. Donc un programme très complet avec des applications pour tous nos métiers, usines, corporate, pour les fabricants, les femmes et les hommes du process engineering et de la supply chain. Et pour commencer ce parcours, je passe la main pour la première présentation à Johan Espier de Bosch. Donc bonjour à tous, je m'appelle Johan Espier, je travaille donc à l'usine Bosch de Rodez où nous fabriquons donc des bougies de préchauffage et des injecteurs.
Je travaille au service technique et plus précisément donc en transformation digitale dans le service de l'usine, où nous mettons donc en œuvre des solutions connectées pour nos ateliers et pour accompagner les personnes qui évoluent dans l'environnement de travail de notre site. Donc nous déployons des solutions connectées. Donc ici aujourd'hui nous allons parler de l'approche managériale organisationnelle et l'accompagnement donc que nous avons dû mettre en œuvre pour pouvoir transformer notre usine de manière digitale. Et donc pour cela je vais présenter quelques piliers, donc des règles d'or pour réussir sa transformation digitale. Donc ces règles-là s'appliquent également à tout type de transformation, quelle qu'elle soit. Mais ici donc je vais parler pour nous donc de transformation digitale. Donc tout d'abord, ce que vous pouvez voir donc à gauche de cette diapositive, c'est l'approche qui se veut centrée sur l'humain, qu'on essaye de favoriser chez Bosch, c'est-à-dire de mettre au cœur de tout déploiement de solutions technologiques l'expérience utilisateur, c'est-à-dire les besoins de l'utilisateur, mettre en place la solution avec les bonnes interfaces qui correspondent à son besoin, analyser son besoin, le comprendre et faire en sorte qu'on ait des solutions qui soient utilisées et fiables pour l'opérateur, pour la personne qui travaille dans l'atelier. Bien sûr, en prenant en considération l'ensemble des choses qui gravitent autour, c'est-à-dire les besoins de l'entreprise, la typologie d'informations que l'on souhaite faire passer, le but visé de l'outil que l'on met en place et les enjeux plus financiers, en tout cas business de l'entreprise. Donc l'idée c'est vraiment dans un premier temps de favoriser le retour d'expérience utilisateur et donc mettre l'humain au centre de cette approche. Ensuite, ce qu'on essaye également de mettre en œuvre, c'est une approche qui se veut encadrée par la formation et l'information. Donc ce que nous avons fait à Rodez, c'est que nous avons mis en place des formations I4.0 pour accompagner les personnes de nos ateliers et l'ensemble du personnel de l'usine à cette transformation, du moins les informer pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux, parfois les craintes, mais également essayer de capter les personnes qui sont intéressés, donc qui peuvent être moteurs dans ce type de démarche. Et pour cela, donc, nous avons créé une formation dédiée, spécifique, pour faire passer ces messages-là et pour essayer de faire raccrocher tout le monde au train en marche dans cette transformation. Et ensuite, donc, le troisième pilier, c'est l'approche cadrée, avec une feuille de route et donc une organisation. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est à toute mise en place donc, de nouvelles applications, de nouvelles solutions sur le terrain, d'avoir une approche cadrée avec une feuille de route, des étapes, un planning, des deadlines et surtout des retours utilisateurs réguliers pour nous permettre de reboucler rapidement avec le terrain et faire les améliorations nécessaires pour faire en sorte que les outils que l'on met en place soient fonctionnels, utilisables et pérennes. Donc ensuite, dans un deuxième temps, donc ce que nous favorisons, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation. Donc à Rodez, nous avons une formation dédiée pour collecter l'ensemble de ces idées qui émergent du terrain. Nous avons formé plus de 250 personnes dans l'année 2019-2020 pour pouvoir justement agréger tout le monde à cette démarche. Nous favorisons également tout ce qui est reverse mentoring. Donc, ce qu'il faut savoir sur le reverse mentoring, c'est que c'est plutôt un écart de génération qui se veut où les personnes qui sont plus jeunes puissent former également des personnes qui ont peut-être un peu plus d'ancienneté ou du moins un rapport peut-être plus décalé par rapport aux nouvelles technologies. L'idée étant de faire valoir l'expérience des jeunes et des nouvelles formations au sein de l'entreprise et ne pas former uniquement à travers des personnes qui ont de l'expérience. Bien sûr, il faut continuer à utiliser l'expérience des collaborateurs qui sont déjà là depuis des années sur certains postes pour favoriser cette expérience acquise, mais également mettre en avant les nouveaux talents de demain pour la mise en place de solutions qui peuvent être innovantes. Ce que nous faisons également, c'est des démarches par design thinking, qui est une méthode qui nous permet de collecter les besoins du terrain, où nous travaillons sous forme de petits workshops
avec des personnes qui évoluent dans différents environnements, qui peuvent être des services support, mais également de l'atelier, pour essayer sur certaines thématiques, capter les besoins, capter les attentes et essayer de mettre en place des solutions qui arriveront à répondre à tout ça, en entamant ça par une démarche donc de brainstorming et faire en sorte que, après plusieurs itérations et boucles itératives, on arrive à une solution qui soit mise en place dans l'atelier et qui corresponde réellement aux besoins du départ de la solution. Et enfin, donc, ce que nous avons fait à Rodez, c'est créer une équipe qui est une équipe de transformation digitale dédiée, qui comprend une dizaine de personnes qui viennent donc d'horizons différents. On a des personnes qui proviennent donc de la production, des personnes qui proviennent de la maintenance, des jeunes, des plus anciens avec plus d'expérience, également des développeurs pour adapter nos solutions. Et c'est toutes ces compétences variées, toutes ces expériences multiples qui font qu'on a une valeur ajoutée en tant que team transformation digitale. On comprend les différents points de vue, les différentes attentes au sein de notre usine, et c'est ce qui fait la force de notre déploiement aujourd'hui en tant que transformation digitale. Et donc aujourd'hui à Rodez, nous parlons donc d'une transformation digitale qui est réussie compte tenu de cette démarche, et que nous continuons à poursuivre de jour en jour pour se maintenir à jour et continuer à innover et apporter de nouvelles solutions. Donc nous proposons également des tours usines pour pouvoir permettre aux entreprises de venir visiter notre site et se faire connaître en tant qu'industrie 4.0. Donc pour la suite de cette présentation, je vais passer la parole à Claire pour la partie structure et organisation pour digitaliser la formation dans le métier de la supply. Oui, bonsoir, Claire L'Espagnol, responsable formation du métier supply chain dans l'industrie Michelin. Donc je vais effectivement vous parler de la structure et de l'organisation qu'on a mis en place dans ce métier pour digitaliser notre formation. Donc déjà, le contexte un petit peu du métier supply chain. On a chez Michelin donc une démarche globale de responsabilisation des usines, de montée en autonomie par rapport aux centrales, ce qui fait que les usines sont de plus en plus à même de développer leurs bonnes pratiques et de les partager entre elles. Et on a un métier qui est en perpétuelle évolution, qui bouge beaucoup, des processus, des outils qui évoluent, ce qui fait qu'en fait, on a des enjeux de mise à jour rapide de nos compétences et de pérennisation du savoir, c'est-à-dire de mettre la cale quand on a créé un savoir nouveau. Donc pour nous, la formation digitale répond très bien à ces enjeux. On a un outil qui a été choisi par le groupe pour créer des formations digitales et pour les diffuser, qui est facile à prendre en main, qui est rapide dans la création de contenu, dans la diffusion de contenu, qui peut être mis à jour en continu, donc qui est assez léger dans la mise à jour, qui est ergonomique, pragmatique et donc qui permet à un maximum de personnes au sein du groupe de pouvoir créer eux-mêmes des contenus digitaux et donc de la formation digitale. Quand on parle de grains digitaux, donc c'est-à-dire du contenu assez court, des petites vidéos, des quiz, des fiches mémo, des schémas, etc. Et on peut relier ces petits modules, ces grains digitaux entre eux pour créer un parcours cohérent, donc dans un ordre précis pour faire une montée en compétences cohérente et puis progressive. Voilà, donc c'est un outil qui a aussi bien sûr un forum interactif, on peut poser des questions et les experts répondent, donc ça met aussi en relation les communautés d'experts en interne. Donc pour nous, la formation digitale, c'est très bien, mais c'est nouveau, donc il nous fallait une structure pour la déployer, pour supporter ce changement. Et ce qu'on a mis en place, donc, ce sont de nouveaux rôles qui nous permettent de manager cette démarche. On a une équipe transverse pédagogique qui est commune donc pour tout le groupe et qui va cadrer la démarche de formation digitale, qui va donner les lignes guides à chaque métier sur ce qui fait une bonne formation digitale et qui va accompagner chaque métier pour le rendre un peu autonome dans la gestion de sa base de connaissances et de sa base de savoir. Et ensuite, à l'intérieur du métier supply, on est structuré avec deux rôles majeurs qui sont nouveaux pour nous. Donc, la gestion des compétences. Donc, on a des gestionnaires compétences qui vont définir pour chaque emploi, pour chaque poste, quelles sont les compétences nécessaires pour tenir ce poste.
et quels sont les parcours de formation qui permettent d'atteindre ces niveaux de compétences. C'est aussi ces gestionnaires qui vont cadrer la démarche de formation en donnant les lignes guides sur quelle partie de la formation doit être créée en interne, quelle partie peut être achetée à l'extérieur, quelle partie se fait en digital, en présentiel, dans une salle de formation ou bien sur le terrain. Et après, on a des ingénieurs process qui, eux, ont pour cœur de mission d'aller diffuser ce savoir auprès des utilisateurs usines. Soit ils ont un rayonnement monde, soit ils ont un rayonnement plus zone au niveau de la géographie. Et donc, ils accompagnent les utilisateurs finaux. C'est eux qui vont détecter s'il y a des nouveaux besoins de formation sur le terrain, qui vont arbitrer les ressources s'il y a plusieurs formations à créer en même temps, etc. et qui vont lancer les projets de formation. Et donc ces personnes, pour elles aussi, c'est un nouveau rôle de devoir former en mode digital. Donc il a fallu les former. En fait, on a fait des formations train the trainer pour leur donner les bonnes pratiques de la formation au digital, et notamment dans ses différences avec la formation en présentiel, puisqu'elle a des particularités. On mémorise de manière différente, on interagit également de manière différente, et donc une formation au digital réussie a ses spécificités. Bon, pour les guider, on leur a mis à disposition, par exemple, des checklists de création, de mise à jour de formation, une liste d'attributs d'une formation réussie et également des instances de validation métier. Donc, une fois que du contenu a été créé pour le valider, et puis des instances de communication des nouveaux contenus créés pour qu'ils puissent être diffusés le plus largement possible et le plus vite possible au sein du groupe. Donc pour nous, la formation digitale, c'est clairement une pièce majeure du puzzle, mais elle ne remplace pas toutes les formations en présentiel. Elle permet plutôt de focaliser nos formations en présentiel, de les rendre plus efficaces, de les prester en mode workshop, focalisé sur chercher du progrès. Et par contre, c'est une pièce très importante du puzzle, mais elle comporte certains risques. Donc comme on a, je vous l'ai dit, cherché à avoir un outil pragmatique qui permet le do-it-yourself pour un maximum d'employés, il y avait des risques que l'offre de formation explose, qu'il y ait des doublons, donc que plusieurs personnes créent des modules similaires dans plusieurs zones géographiques, ou même pas très loin en fait. Il y avait un risque de manque de cohérence entre le contenu créé, manque de visibilité des parcours, c'est-à-dire de donner un ordre bien déterminé pour guider les personnes dans quel ordre elles doivent prendre les différents modules, et éventuellement aussi un manque de participation, c'est-à-dire comment je fais participer les gens, je les intéresse à mon nouveau module de formation. Et donc pour nous, les rôles et la structure qu'on a mis en place, notamment celui de gestionnaire de compétences, c'est un rôle crucial pour atténuer ces risques et puis pour animer notre démarche. Et aujourd'hui, on en est bien content dans ce métier. Donc je vais passer la parole à mon collègue de Foressia qui va vous parler d'une forme bien particulière de formation digitale. Bonjour à tous, Frédéric Zielinski, je suis en charge du FES, donc du Foressia Excellence System pour le groupe Foressia. Donc je vais vous présenter les MOOC au service du Production System de Foressia. Alors notre Production System est structuré en principes et en fondamentaux. Et pour chaque fondamental, on décrit ce fondamental dans des standards. Pour être sûr de bien appliquer ces standards, nous on a défini un passeport d'apprentissage. Donc ce passeport d'apprentissage est spécifique à chacune des fonctions, avec un socle commun, mais également avec des formations spécifiques. Le passeport d'apprentissage présente 5 niveaux. Là, vous voyez 3 niveaux qui sont présentés. Et le premier niveau, c'est celui où on utilise les MOOC. Et c'est un préalable ensuite à des formations sur le terrain et une application autonome du fondamental. Donc le prérequis du MOOC est important. Il va accélérer nos formations sur le workshop, mais il ne sera pas autosuffisant. Pour gérer les MOOC, on a une plateforme. Donc cette plateforme intègre l'ensemble de nos cours online et on souhaite déployer bien sûr ça à tous les niveaux de l'organisation.
Donc on touche, je dirais 100% de nos collaborateurs. Bien évidemment, sur le terrain, il est un peu plus difficile d'avoir accès à ces MOOC. C'est pour ça qu'on a défini des zones spécifiques de formation que vous voyez là sur les photos. En particulier, on a déployé des e-corners, donc des box qui nous permettent de s'isoler du bruit dans les ateliers et donner accès à l'ensemble des cours et des MOOC au niveau des opérateurs, gap leaders, également au management de terrain. Donc les avantages de l'application des MOOC, c'est d'abord un apprentissage flexible. On peut faire le MOOC quand on veut, au rythme que l'on veut. On a aussi des interactions possibles avec les formateurs et bien sûr en termes de coût c'est un avantage puisque ça permet de toucher, je dirais, toute une population avec et donner le même message, ce qui est aussi important à l'ensemble de nos salariés. Alors le MOOC, comment on définit un MOOC? On définit d'abord une architecture sur le MOOC, ensuite on fait un script et ensuite une vidéo. Alors là, je vous donne un exemple sur le MOOC avec un standard de travail. Dans un premier temps, on explique ce que c'est que le standard de travail, donc dans quel environnement on l'utilise, également les tâches principales et le temps associé à chacune de ces tâches. Dans un deuxième temps, on explique la mise en œuvre de ce standard de travail, qui en est responsable, quel est le rôle de chacun. Et également le pourquoi, donner un sens au travail, donner un sens au fondamental pour être sûr qu'il soit correctement correctement appliqué et respecté sur le terrain. Et dernier point, le MOOC, les MOOC c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des MOOC, mais il faut aussi les publier, il faut aussi que les gens aient accès à ces MOOC. Donc on a une communication qui est faite sur les MOOC au travers de newsletters, les MOOC du mois, mais également, donc c'est une approche un peu push, mais on a aussi une approche pull où en fait les gens nos salariés ont envie d'avoir des certifications, donc acquérir des formations et avoir des diplômes valorisant cet apprentissage. Donc Forestia utilise le MOOC qui est utilisé, je dirais, dans un premier temps comme est fait par notre société en termes de définition, mais on est aussi on est aussi aidé par un fournisseur pour l'application des vidéos. Je vous propose je vais passer la main à Marc qui représente la société Valeo, qui va vous montrer une bonne pratique de MOOC réalisée en interne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Landru de Valeo. J'accompagne l'ensemble des sites qui produisent des projecteurs dans le monde entier au niveau de l'amélioration de leur production system. Comme nous l'a montré Frédéric, en fait le MOOC c'est vraiment l'élément d'entrée sur le processus d'apprentissage. Et on a choisi, en complément de ce qui vous a été présenté, de vous montrer concrètement comment ça se passe pour monter votre MOOC. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut que vous sélectionniez une application suffisamment facile d'utilisation pour que vos équipes puissent rapidement être autonomes dans la réalisation de leur tutoriel, sans avoir besoin de connaissances particulières dans le montage de vidéos. Ok, donc là, un premier message important, chacune de vos vidéos, de vos tutoriels vidéo, doivent être assez courts, quelques minutes, pour se focaliser sur la transmission d'une compétence. Alors là, dans l'application qu'on a choisi de vous montrer, pour créer un tutoriel, c'est très simple. On clique sur créer le tutoriel. Ok. Et puis ensuite, notre tutoriel va être composé d'une succession de chapitres et de sous-chapitres pour lesquels il n'y a que 4 possibilités. Soit on intègre une vidéo, soit on intègre un document commenté, soit les deux, un document avec une vidéo en parallèle, soit un quiz. Pour les vidéos, on utilise bien sûr nos téléphones portables, mais ça peut être aussi des lunettes vidéo. C'est bien sûr à chaque fois de courtes séquences vidéo qui vont s'enchaîner. Une fois que la vidéo est chargée, on va pouvoir la couper
intégrer des commentaires, on va pouvoir ajouter, modifier la voix off, et puis pourquoi pas avoir des sous-titres dans différentes langues, hein, ils sont disponibles. Et puis une fois qu'on a fait ça pour la succession de petites vidéos, on va devoir avoir une miniature visuelle pour pouvoir voilà, promouvoir ce tuto, avoir un titre, donner quelques mots-clés qui vont faciliter la recherche de votre tutoriel, et puis une petite description, et ensuite on clique sur publier, et puis il faut ensuite choisir un processus de validation en fonction du domaine auquel appartient cette vidéo. Ça peut être industriel, R&D, ressources humaines. On l'envoie là où les personnes en charge de la validation vont recevoir un message par email. Ils vont valider ou non le tutoriel. Et puis une fois que tout est bon, ils le valident et il est alors accessible à tous. Pour le visionner, c'est très simple. On le lance et puis on va pouvoir découvrir la succession de très courtes vidéos qui vont nous expliquer la méthode qu'on souhaite acquérir. Ok. Comme je vous l'ai expliqué, on peut aussi avoir des quiz. Alors soit au début pour susciter l'intérêt, soit à la fin pour valider des compétences acquises. Voilà, donc ça vous avez vu, il faut trouver quelque chose de très simple, une application simple pour créer vos tutoriels. Mais comme l'a expliqué Frédéric et comme on vous l'a tous expliqué auparavant, bien sûr le MOOC ça n'est qu'un élément de l'apprentissage. Hein, le but c'est vraiment en quelques minutes acquérir la partie théorique pour pouvoir justement passer plus de temps avec le formateur sur le terrain pour l'apprentissage par la pratique. Voilà, c'était très court, hein, mais j'espère que je vous ai donné envie d'accélérer la transmission de vos compétences par la réalisation de tutoriels vidéo en autonomie par tous et pour tous. Et puis je vais maintenant laisser la parole à mes collègues de Plastic Omnium et PSA qui vont vous expliquer comment mettre en place la partie réalité virtuelle. Bonjour, Philippe Convent de Plastic Omnium. Donc, je suis en charge du digital manufacturing pour la division Clean Energy System. Et donc, nous allons ouvrir le chapitre des témoignages sur la réalité virtuelle. Alors, attendez, il faut que je passe le slide. Voilà, donc en transition avec ce qu'on vient de voir, donc l'utilisation des MOOC, on s'aperçoit qu'au-delà de l'apprentissage de la connaissance, il va falloir tester les acquis dans une situation le plus réelle possible. Parce que un certain nombre de domaines, en particulier la sécurité ou comment aborder une machine et ainsi de suite, dépendent des comportements. Et on a essayé de chercher comment on pouvait représenter au mieux des situations de stress, de conditions, d'avoir à réfléchir sur la mission qu'on doit faire. Et on a pensé que proposer une expérience de réalité virtuelle, donc de mettre les gens en situation le plus proche de la réalité, pouvait présenter un grand intérêt. Donc on s'est focalisé sur la réalité virtuelle également parce qu'elle permet de bénéficier d'avantages, comme en particulier l'anticipation, c'est-à-dire qu'on peut former sur des équipements qui ne sont pas encore existants, qui sont en cours de développement. On peut également proposer à des gens une formation sur des lieux où l'équipement n'est pas présent, donc de le faire à distance. Alors évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans la digitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire que la formation en elle-même ne justifie pas de digitaliser l'entreprise, mais à partir du moment où on digitalise l'entreprise, qu'on a création d'un certain nombre de modèles numériques, des usines, des machines, des lignes et ainsi de suite, c'est un matériel qu'on peut tout à fait utiliser et qui devient disponible et très efficace pour la formation. Ok, donc la première application que nous avons utilisée,
ça a été d'appliquer la réalité virtuelle à l'ergonomie des postes de travail. Et donc, à partir du moment où on avait les modèles 3D de nos équipements, de nos machines, on a intégré ces modèles dans ce qu'on appelle un SAS Cube, ou une salle de réalité virtuelle, où on projette sur le sol et les murs. Et on a proposé une expérience immersive, c'est-à-dire que les personnes peuvent interagir avec la machine. Et très rapidement, on a pu tester, avant que l'équipement existe, l'ergonomie de ces équipements, en proposant également une cotation en temps réel au moment pendant la personne était équipée de capteurs, donc on captait tous ses mouvements et on avait en temps réel une cotation des tâches qu'il était en train de réaliser. Tout ça, donc la personne avait l'impression de produire sur la ligne, sauf que rien n'avait été encore fabriqué et donc toutes les modifications restaient ouvertes et donc à un coût nul puisque ce n'était que du dessin. Et on s'est aperçu que cet équipement a été rentabilisé en moins d'1 an, simplement en évitant toutes les modifications, en anticipant toutes les modifications qu'on aurait découvert une fois l'équipement construit. La deuxième application, et cette fois-ci 100% formation, ça a été d'utiliser la réalité virtuelle pour les formations sécurité. Donc, on a travaillé entre l'équipe Digital Manufacturing, les équipes HSE et également ressources humaines pour voir comment on pouvait créer des contextes, des scénarios qui permettaient aux gens d'évoluer dans un environnement qui soit le plus proche possible de la réalité, puisqu'on a intégré non seulement les volumes, les machines, les couleurs de l'entreprise, mais également les bruits, et puis un certain nombre de missions qui étaient des missions réelles. Et en créant ces scénarios, on a bien évidemment placé des pièges ou des situations particulières. Et l'idée, c'était de voir comment les personnes réagissaient et appliquaient de la meilleure façon possible ce qu'ils avaient appris en termes de règles de sécurité. Et donc, on s'est aperçu que très rapidement, on se laisse porter par l'enjeu de la mission, par l'histoire, par l'environnement, par des choses qui traînent et qui ne devraient pas être là. Et très rapidement, ce qu'on aurait pu répéter par cœur dans une salle, dans l'action et l'ambiance, on s'aperçoit que ça permet d'aller beaucoup plus loin et de tester vraiment les comportements et surtout les réflexes. Voilà. J'ai un peu de mal avec la souris, excusez-moi. Donc, nous continuons d'améliorer et d'utiliser ces technologies de réalité virtuelle et on propose de plus en plus des scénarios qui sont de plus en plus réalistes parce que, en fait, il faut imaginer que l'entreprise continue de se digitaliser et on a maintenant accès à des scans d'usines, donc on a des environnements de plus en plus réalistes. On a également des simulations de lignes, de performance de lignes, de temps de cycle, de postes de travail, avec des modèles dynamiques qui permettent de choisir les meilleurs scénarios de production. On a également des technologies immersives qui permettent, en équipant des personnes, de les introduire dans cet environnement numérique et de voir comment elles réagissent. Donc, il faut imaginer que toutes ces briques numériques permettent de posséder de plus en plus de matières, de modèles, de digital twin, qui permettent en fait pour la formation d'être utilisés puisqu'ils sont disponibles et de réinventer les possibilités de formation à distance et également sur des lignes qui n'existent pas. Et c'est extrêmement performant aujourd'hui. Donc là, on vient de voir quelques exemples assez concrets autour de l'ergonomie et de la formation sécurité. Je vais laisser la parole à Olivier du groupe PSA qui va vous continuer d'autres exemples, en particulier dans le domaine du développement. Donc bonsoir à tous, Olivier Guézet du groupe PSA, je suis en charge du programme Usine du Futur. Dans la même ligne que Plasticomnium, donc présenté par Philippe, je vais illustrer quelques cas d'usage donc de la réalité virtuelle à des fins de formation, avec toujours cette logique de réutiliser les données disponibles, mises à disposition par les projets d'ingénierie pour développer ces formations en tant que contenu, à des fins d'anticiper ces formations en phase de projet
et à des fins de détecter les problèmes au plus tôt pour limiter les difficultés lors de l'atterrissage des projets dans les lancements. Donc la première technologie montrée, c'est un simple connecteur qu'on va exploiter pour aller se nourrir des données 3D, accessibles dans notre PLM. On va donc pouvoir, dès la création des premières images numériques, modèles numériques de nos produits, acclimater les opérateurs qui vont devoir travailler à l'assemblage de ces pièces à ce nouveau produit. Et en plus, on va pouvoir récupérer très tôt, très en amont, leur feedback sur la montabilité de ces pièces avec des scénarios dédiés. Donc je vais ici vous montrer une petite vidéo très courte qui illustre la simplicité d'usage de ce type d'outils. Donc on est bien dans un environnement PLM pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'on a un arbre qui constitue l'ensemble de nos produits et avec un très faible effort finalement, on va exploiter ces données numériques. Ici on voit que même pour quelqu'un qui n'est absolument pas concepteur, qui n'est pas forcément à l'aise avec les outils numériques, il est très simple de les utiliser. Tout d'abord pour naviguer dedans, pour vraiment se rendre compte ne serait-ce que de la géométrie de la pièce. Et ensuite, on va pouvoir créer des scénarios. Là encore une fois, très simplement, on peut enrichir le contenu assez rapidement pour décrire ici, par exemple, une gamme de montage. Donc c'est ici qu'on va très vite se rendre compte de la faisabilité des propositions de montage réalisées par l'ingénierie. Seconde solution proposée, qui se base là encore une fois sur les données déjà générées par l'ingénierie. On va cette fois s'appuyer sur une approche innovante en termes d'interface homme-machine pour simplifier encore une fois les activités sur le terrain. Ici appliqué au contrôle qualité. Donc, grâce à cela, on améliore l'attractivité des postes, et c'est très important, et on rend plus simple la montée en compétence des opérateurs, ici pour des tâches qu'on peut juger comme complexes, dans le cadre du contrôle qualité. Seconde vidéo pour illustrer cet outil, encore une fois. Donc ici, on est dans le cas d'un contrôle qui est réalisé en phase projet, c'est-à-dire qu'avant le démarrage de production d'un véhicule, on veut s'assurer que l'ensemble des points de soudure électrique ont bien été réalisés. Donc c'est un contrôle qui existe actuellement, hein, c'est réalisé. Simplement, on a des centaines de points à contrôler manuellement. Tous les points ne sont pas à contrôler. Donc avec cet outil donc, de réalité augmentée projective, on va laisser les mains libres à l'opérateur. Donc finalement, dans sa méthode de travail, il n'est pas forcément très perturbé. Par contre, on va simplifier l'aspect formation puisque il aura très simplement accès à quels points il a à contrôler et quels points ne sont pas nécessaires d'être contrôlés. Et il va également pouvoir valider son contrôle directement dans l'interface, ce qui amène une sécurisation du point contrôlé et du contrôle qualité au sens large. Là encore, l'outil est simple à mettre en œuvre, il se base sur les données existantes, donc le coût est relativement modeste et amorti très rapidement dès que plusieurs projets sont déployés. Je vais maintenant m'attarder sur une deuxième approche que nous déployons. On a vu des solutions pour préparer les actions en amont dans les projets. Maintenant, on se rapproche du terrain, entre guillemets, cette fois dans l'action de production, avec des formations au poste de travail. Tout d'abord par encore un exemple côté PSA, et ensuite je laisserai la parole à Continental. Donc on a vu, on a un panel de technologies différentes qu'il faut exploiter.
réalité virtuelle, réalité augmentée, suivant le moment quelque part où on veut former l'opérateur, suivant la disponibilité des données ou tout simplement du produit sur le terrain pour réaliser ces formations. Donc on n'oppose pas les deux technologies, au contraire on les exploite au bon moment pour l'opérateur. Et donc dans cette seconde approche, on est sur un outil encore plus simple. Il s'agit uniquement de lunettes connectées qui permettent très simplement de faire des meetings Skype ou Teams sur le terrain avec une vidéo qui permet de voir ce que voit l'opérateur sur le terrain. Donc on est plutôt dans une approche travail collectif. On veut partager les difficultés, partager les solutions. C'est énormément exploité pour des cas d'usage de maintenance, mais aussi pour de la formation, pour résoudre des problèmes en cas de crise sur le terrain. Une dernière petite vidéo pour expliciter très simplement comment fonctionne l'outil. Donc vous avez un opérateur qui a une crise qualité à gérer. Évidemment, il ne peut pas être expert de l'ensemble des composants d'un véhicule. Donc il contacte l'expert connu côté ingénierie. Et vous pouvez le voir, l'interaction est extrêmement simple. Je vous ai coupé le son parce que le son est très fort dans le contexte usine. Mais la discussion, elle est comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre autour du produit. Et finalement, vous allez voir que même quelqu'un qui ne connaît absolument pas le produit et la raison potentielle pour laquelle il peut y avoir un souci, il va très rapidement pouvoir répondre aux questions de l'expert, qui voit très bien ce qui est effectué sur le terrain, et donc résoudre le problème. Ce sont des outils qui sont frugaux, relativement peu chers et assez faciles à intégrer, et donc déployables sur l'ensemble des sites industriels du groupe PSA. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Continental, Marc Lumia, pour vous présenter les solutions digitales en réponse aux besoins de certification et d'assurance qualité. Merci. Donc je suis Marc Lumia, en charge donc de l'industrialisation du site Continental à Toulouse, spécialisé dans la production de modules électroniques toute la filière automobile. Donc, je vais vous présenter en quelques mots comment on répond à l'exigence qualité avec des outils digitaux. Cette exigence est très importante au niveau des normes déjà, normes IATF que beaucoup de gens connaissent, ainsi que dans un contexte de forte demande de zéro défaut de nos clients finaux, clients constructeurs. Cela aussi dans des environnements de plus en plus complexes d'équipements, de lignes de production, industrie 4.0, de robotique, de machines. La majorité de nos productions sont très automatisées et nécessitent une forte compétence de la part de nos opérateurs. D'où la formation qui a un rôle crucial et vient renforcer à cela je dirais la situation de turnover parfois important de personnel que nous avons sur les équipements de production, sur multiples équipes toute la semaine, la nuit, le week-end. Donc la formation a vraiment un rôle majeur. Donc dans le passé, les outils utilisés étaient à base de formation traditionnelle en salle, avec des supports papier et toute une gestion manuelle. Depuis plus de 5 ans, nous avons fortement modifié cela en introduisant donc des outils digitaux basés sur de la bureautique, mais en atelier de production. Donc
Donc, nous avons développé des modules de formation que vous pouvez voir avec un outil très général qui s'appelle Iterop. C'est un outil de déroulement de process en général qui n'est pas forcément utilisé pour notre industrie, mais que nous avons adapté. Et donc, on a développé divers modules dans le domaine de la qualité. Comment réagir quand il y a des défauts, des divers dysfonctionnements. La maintenance de premier niveau, ainsi que tout ce qui est checklist de démarrage d'équipements complexes. Donc, les opérateurs se forment régulièrement et choisissent des modules de formation. Évidemment, on a créé des divers formulaires interactifs avec des questions et des réponses à fournir. Et donc, on génère un score et des certificats de formation de façon entièrement automatisée et bien sûr archivable dans nos bases. Et donc, avec ça, on arrive vraiment à avoir un process de formation très régulier, très répétitif, sur plusieurs centaines de personnes, sans forcément de disponibilité nécessaire de formateurs à n'importe quel horaire de la semaine. Alors, ensuite, donc, on est capable d'éditer un listing d'habilitation avec des pourcentages d'habilitation selon certains postes, notamment des postes de travail qui sont d'assurance qualité, avec des contrôles qualité majeurs qui valident le bon fonctionnement des produits. Et donc, avec ce type donc de logiciel, on arrive à créer des habilitations par opérateur, où chaque opérateur a une liste de tâches pour laquelle il est habilité à travailler et à effectuer diverses opérations sur les postes de travail, comme sanctionner positivement ou négativement les pièces produites. Nous avons aussi développé une fonctionnalité de blocage des postes de travail par badgeage individuel. C'est-à-dire qu'à la prise de poste, l'opérateur s'identifie avec son badge personnel, celui qui lui sert pour rentrer sur le site. Et en fonction de ça, on arrive à consulter une base de données pour voir le statut de ces habilitations. Et selon ce statut, on autorise ou pas le démarrage donc du poste de travail auquel il est affecté. Ceci permet de garantir d'avoir le bon opérateur avec le bonne habilitation de formation sur le bon poste de travail. Donc ça, c'est couramment audité, bien sûr dans le cadre d'audit interne, mais aussi dans le cadre d'audit client. Et ça nous permet donc de répondre à cette exigence. Alors ensuite, on a aussi travaillé sur l'environnement. L'environnement de formation en atelier. Donc, on a mis en place des learning box qui sont des cabines qui permettent donc de s'isoler pour que les opérateurs puissent suivre dans le calme divers types de formations. Bien sûr, les formations que je vous ai montrées avant, mais aussi divers MOOC, comme aussi montré auparavant chez nos confrères, donc dans ce type d'environnement, ainsi que quelques serious games interactifs, qui sont des jeux d'animation sur certaines thématiques comme le 5S. Donc ce type de learning box nous a paru très intéressant. On peut les installer assez facilement et peut-être utiliser aussi sur des open space de bureaux d'études pour justement permettre donc de transmettre des contenus informatifs à diverses personnes bien isolées de l'environnement ambiant. Voilà donc plusieurs outils qui permettent de répondre aux exigences qualité en général avec les bonnes personnes au bon niveau sur les stations et un exemple d'environnement de formation en atelier.
Voilà, j'en ai terminé. Je vais passer la parole à Caroline Wurth de Renault pour la suite de l'exposé. Donc, bonsoir à tous, Caroline Wurth de la Manufacturing Academy Renault sur le métier Supply Chain. Je vais maintenant vous parler de Serious Game, un Serious Game digital qui est une modalité très puissante pour le développement des compétences. Alors, depuis quelques années, la Supply Chain Renault a recours à un Serious Game qui est nommé Fresh Connection, qui est animé par des formateurs externes issus de cabinets de conseil et de l'université Paris-Dauphine. Ce Serious Game, il vise à remettre sur pied une entreprise en grande difficulté en se concentrant sur la création de valeur. Il se déroule très concrètement sur 6 rounds en 2 jours et au cours de chaque round, les équipes en compétition que l'on a constituées pour qu'elles rassemblent des personnes issues d'horizons différents. On a des personnes qui viennent des achats, du commerce ou d'autres fonctions clés de la supply chain. Ça leur permet de se confronter à des problématiques de la vie de cette entreprise et d'activer différents leviers avec pour but effectivement de la remettre sur pied. Donc, il va s'agir de prendre pour chacune des équipes les meilleures décisions stratégiques et tactiques pour la redresser et travailler en collaboration avec les acteurs de son environnement. Donc, on parle notamment des fournisseurs de cette entreprise virtuelle et des clients également font partie de cet environnement. Donc, les décisions qui sont prises par les équipes durant un round sont ensuite saisies dans une réplique digitale de cette entreprise et chaque résultat produit par le modèle digital sur la base des décisions prises par les équipes est ensuite débriefé par les animateurs. Donc, l'avantage, c'est que les participants ont un retour immédiat, quasi immédiat, sur les erreurs et les succès qu'ils ont obtenus à chaque round. Ce qui est également intéressant dans cette modalité, c'est que dans cette expérience, le temps organisationnel est comprimé. On joue en 1 heure un processus qui, dans la vraie vie, dure 1 mois. Donc, le lien entre une décision qui est prise par une équipe dans le cadre de ce jeu et l'impact qui est restitué par les animateurs durant le débrief est beaucoup plus facile à faire que quand on est dans la vraie vie où le temps va diluer cette information en fait. Donc, un autre point aussi qui est très intéressant, c'est que, et on se rapproche un peu des principes de la réalité virtuelle, c'est que comme l'environnement est virtuel, c'est un environnement qui est sécurisé pour que les apprenants puissent ne pas avoir peur de prendre des décisions et donc ne pas avoir peur éventuellement de faire des erreurs. Ils sont également débriefés en fonction des retours sur erreurs qu'ils peuvent avoir durant les différents rounds. Donc, au total, c'est plus de 150 collaborateurs aujourd'hui de la supply chain et d'autres horizons d'entreprise, comme je l'ai dit, qui ont fait l'expérience de ce Serious Game. Et au travers de lui, ils font l'expérience de l'interdépendance entre tous les acteurs d'une supply chain. Ils peuvent aussi toucher au travers de ce jeu la nécessité de collaboration que l'on a dans l'entreprise. Donc, si les compétences techniques cibles, elles sont acquises au travers de cette formation, l'expérience nous a montré que la gamification permettait également, par la mise en situation, d'aller bien au-delà de l'acquisition de compétences techniques. En effet, au travers de cette formation, les participants ils vivent pleinement une expérience d'intelligence collective. Et ils vont développer notamment des capacités de réflexion stratégique et tactique, de collaboration, de négociation entre eux pour prendre des décisions et de communication. Donc plus généralement, la gamification et le serious game a un intérêt très fort, c'est qu'il permet de travailler la montée en compétences à différents niveaux. Et ça s'applique à tout le monde, c'est-à-dire quel que soit son environnement de travail, quelle que soit sa fonction, on peut rentrer dans ces modalités-là et on peut jouer. Un autre intérêt, et pas le moindre quand on s'intéresse à la mémorisation de ce qu'on peut parcourir ou vivre durant les expériences de formation, c'est que l'engagement des apprenants est beaucoup plus fort dans ces modalités-là, beaucoup plus fort qu'avec des modalités plus classiques.
Effectivement, là, je vous ai restitué un modèle des neurosciences appliquées à la pédagogie, qui est le modèle des 4 piliers de l'apprentissage. Si on s'appuie sur ce modèle, on se rend compte que dans le Serious Game, chacun des leviers nécessaires à l'apprentissage long terme est activé, en fait. La stimulation créée par la gamification, la mise en concurrence des équipes va permettre une plus grande attention et un engagement actif des apprenants. Donc, par rapport à la réussite de leur mission, ils sont en compétition pour remettre sur pied cette entreprise, je vous rappelle. Le retour sur erreur, il est immédiat puisqu'à chaque fin de round, les consultants vont débriefer les équipes et leur expliquer les raisons de leurs résultats. Et pour en finir, la mise en application, la consolidation est également faite au fur et à mesure des rounds, puisque on va repasser sur des compétences acquises au fur et à mesure des 6 rounds de ce jeu. Le dernier point sur lequel je voulais partager avec vous, c'est que la mise en application au poste, une fois qu'on rentre dans son environnement habituel de travail, elle est facilitée puisque l'apprentissage qui a été fait en formation a été fait dans un contexte très proche et réaliste de la vie d'entreprise. Donc j'en ai fini sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer maintenant la parole à Aimé Frédéric Rosenzweig. Merci à tous pour votre attention. J'espère que nous avons réussi à illustrer de manière très concrète, avec différents exemples, les caractéristiques de la formation digitale, que ce soit l'intégration dans le dispositif global de management, la complémentarité entre l'action au local et l'action globale, la performance compte tenu du caractère immersif de la formation digitale et son accessibilité. Et ceci valable pour tous nos collaborateurs, les fabricants, les ingénieries processus et la supply chain. Avant de passer à la session des questions-réponses, ce webinaire est le résultat de la communauté d'experts process et production de la SIA. C'est un lieu d'échange tourné vers la performance de notre filière sur les sujets non concurrentiels. Nous allons définir très prochainement notre plan de marche pour les années 2021-2022. Si vous le souhaitez, venez contribuer et apporter votre pierre à l'édifice. Et Hervé, je te repasse la parole pour les questions-réponses. Eh bien, merci Aimé Frédéric, merci à tous. J'ai quelques questions et même des affirmations avec du bravo Caroline et à tous les participants. Très belle conférence. Merci beaucoup. Donc, vous avez un peu dépassé le timing quand même. Donc, on va essayer. Ce que je vous propose, c'est, on a beaucoup de questions. Et avons-nous un problème avec Hervé? Oui. Sur les questions-réponses. Vous m'entendez là? Vous m'entendez pas? J'ai un problème de son. Bon, bah écoute. Moi, je t'entends. Ah, vous m'entendez? On entend très bien, oui. Ah bon, pardon. Donc, c'était ceux qui sont donc dans les salles autour de moi qui me disent qu'ils m'entendaient pas. Donc, je réponds. Donc, on va être rapide. Je vais proposer aux intervenants des réponses extrêmement courtes parce qu'on a beaucoup de questions à la fois sur comment dans la filière on peut jouer collectif et partager, des questions sur l'international, des questions sur l'ISO, comment on manage et on libère les opérateurs, des questions de sémantique, des questions de coûts, des questions techniques, des questions sur les enquêtes terrain, des questions en relation avec l'intelligence artificielle, des questions sur les moyens et sur les démarches. Donc, je vais vous poser les questions le plus rapidement possible, le plus directement possible, et chacun d'entre vous, vous déterminez qui peut répondre. Une première question, c'est sur les coûts. Est-ce que vous avez une idée des différences de coûts entre des formations physiques présentielles et sa jumelle virtuelle? Je suppose que oui, vous n'êtes pas obligé de donner des coûts, mais de dire simplement si ça vaut beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher. Qui répond? Il faut se décider assez vite parce qu'on a peu de temps pour les questions-réponses. Allez, Philippe. Voilà. Si je reprends l'exemple de la sécurité, on a payé pour les 6 modules qui durent chacun une dizaine de minutes, à peu près 40 à 50 000 euros. Donc en fait, aujourd'hui, lorsqu'on fait sur des modèles centraux où on crée une application centrale, il faut imaginer qu'elle va s'adresser à un grand nombre de personnes. Par contre, une fois que vous l'avez fait, c'est gratuit. La copie ne coûte rien. Donc c'est vraiment fait pour lorsqu'on va adresser un grand nombre de personnes.
Je pense que dans les exemples de Valeo où on propose aux gens de créer, Valeo, où on propose aux gens de créer leur propre MOOC, for example, je pense que là, il faut payer une application dès le départ, mais après, ça fait partie du temps de travail. Donc Philippe, on résume, on dit oui, en termes de coûts, d'investissement, en termes de coûts globalement, in fine, la jumelle virtuelle du physique présentiel a un grand avantage. Oui. Il ne faut pas oublier qu'elle peut être dématérialisée, qu'elle peut être donc elle donne une grande possibilité, en particulier dans des périodes comme aujourd'hui. Elle permet d'avoir un système de formation qui fonctionne quasiment à la normale. Très bien. J'ai une question technique. Alors là, il y en a un d'entre vous va pouvoir répondre rapidement. Qui connaît parmi vous un software pour suivre et cartographier et piloter les compétences au poste opérateur? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question ou on aura toutes les questions, vous les renverra, vous pourrez répondre à la personne qui la pose? Je suppose que vous connaissez des softwares pour suivre et cartographier et piloter les compétences au poste opérateur. Réponse oui, non? Oui. Réponse oui. Je peux citer celui qu'on utilise donc sur Continental par la société Iterop. Voilà, une réponse. Et chez côté Renault, donc c'est pas pour les opérateurs, mais ça pourra s'appliquer aussi, un outil du marché utilisé pour cartographier les compétences, c'est Workday. D'accord, merci. Le même chez aussi, ouais. D'accord. Des questions sur comment ça fonctionne dans vos entreprises. Donc je vais les résumer, j'en ai plusieurs. Globalement, quel service globalement contribue à l'ensemble de votre démarche dans vos différentes entreprises? Finalement, quelle direction sont en charge de vos formations? Est-ce que c'est dans l'usine? Est-ce que c'est une direction formation monde? Est-ce que c'est les fameuses, qu'on appelle dans certains d'entre vous les grandes universités? Ou bien c'est les départements eux-mêmes localement qui s'occupent de tout ça? Qui répond à cette question? Alors, qui s'occupe, oui, oui. Forestia, on a une université qui gère l'ensemble des MOOC. Donc, on a une centralisation de l'information qui est gérée sur une plateforme. D'accord. Donc c'est très centralisé par les départements, universités et formations. Oui, tout à fait, pour notre part. Ouais. D'accord. C'est un peu le cas partout ou c'est où il y a une plus grande délocalisation directement dans les usines En fait, il faut faire. En fait, on rentre vraiment dans le monde du collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut que d'un côté, il y ait une architecture informatique, des réseaux suffisants, parce que dès qu'on va passer de la vidéo, il faut que ça marche. Et donc, il faut que l'entreprise l'intègre dans son architecture, dans la façon dont elle se projette dans les prochaines années. Et en parallèle, il faut que les fonctions, donc les business owners, se disent, tiens, cet outil existe, ou ces possibilités-là vont exister, je l'intègre dans mes outils. Donc c'est une double démarche. En fait, il faut que la fonction en charge de la formation, donc les ressources humaines, s'ouvre à ces nouvelles possibilités. Donc, et le contenu, la validation de contenu va être de leur ressort, le besoin également, l'évaluation de la formation, ce genre de choses. Par contre, il faut que ça rentre dans un accompagnement de l'informatique, des équipes digitales, pour que l'architecture l'accompagne. Sinon, s'il n'y a pas les deux, si ça fonctionne pas en collaboratif de cette manière-là, il y en a toujours un qui va attendre l'autre. La structuration et l'architecture de façon centralisée, structurée de façon centralisée. Après, l'action peut être très décentralisée. Ça peut dépendre de la structure de chaque entreprise et de la taille de chaque entreprise. D'accord. Une question. La formation digitale est-elle régie, réglementée, type ISO, etc. Ou bien, j'aime bien la question, ou bien c'est une notion de grande liberté et libre? Êtes-vous réglementé? Je n'ai pas de connaissance de réglementation sur la formation digitale. D'accord. Voilà une réponse ouverte. Une question sur le management. Les managers, est-ce qu'ils libèrent facilement les opérateurs pour suivre ces MOOC, pour ceux qui ont parlé des MOOC? Et finalement, comment vous avez fait pour les convaincre de libérer les opérateurs pour assister et vivre ces MOOC? Bon, pour Forestia, en fait, dans les lignes de production, il y a toujours des moments où, en fait, il peut y avoir des arrêts qui sont associés à un manque d'éléments, ou manque comment dirais-je,
d'ordre du constructeur, par exemple. Et donc, ces moments d'arrêt sont utilisés pour former les opérateurs. C'est un exemple. Après, on définit aussi d'autres éléments, d'autres moments en dehors des heures de travail pour identifier les besoins. On identifie les besoins d'information et ensuite bien évidemment, on leur donne la possibilité en dehors de leur heure de travail de les faire. D'accord. Donc, globalement, dans vos entreprises, les managers ont bien réagi à toutes ces formations digitales. Mais en fait, il faut faire en deux temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on parle, on vous propose un jeu, on vous propose des vidéos, des casques, il y a un petit sourire, et, ah ouais, mais ils vont encore s'amuser. Voilà, enfin, par contre, lorsqu'on propose à ces mêmes managers de tester l'application, il faut tout de suite venir avec quelque chose une maquette, enfin quelque chose où quand les gens se mettent dedans et qu'ils s'aperçoivent que pris dans l'action, ils sont montés à l'échelle alors que c'était interdit, qu'ils en sont rentrés dans la machine sans faire le cadenas, l'auto et ainsi de suite, ils disent mince, moi qui savais tout, ça m'a servi à quelque chose. Et là, ils changent complètement de regard et ils deviennent les principaux promoteurs. Donc, il faut vraiment venir avec quelque chose. Il ne faut pas qu'en parler, tiens, on va faire ça, que vous en pensez. D'accord. Alors, comme c'est des hommes qui répondent, je vais m'adresser à Claire et puis à Caroline. À Claire, tout d'abord, Michelin, quel est l'outil simple et instructif que vous utilisez pour la création de formations digitales? Bien sûr, si vous pouvez les partager ce soir. Et une autre question, depuis quand avez-vous cette division et quels sont vos résultats aujourd'hui, Claire, chez Michelin? Alors, l'outil qu'on utilise, il s'appelle 360 Learning. C'est une plateforme digitale, en fait. C'est ce qu'on appelle un LCMS, un Learning Content Management System. Donc, j'imagine qu'il y a un coût d'accès que je connais pas, mais c'est vrai que pour revenir sur la question du coût, une fois qu'on a l'accès à la plateforme, comme on peut faire beaucoup de petits modules de formation en make, en interne, c'est assez bien rentabilisé. En tout cas, pour nous, c'est très, très efficace. Et la question, j'imagine, c'était la division c'est-à-dire sur l'organisation des rôles, les gestionnaires compétences, etc. Voilà. Ouais. Ça fait moins de 2 ans qu'on a cette organisation en place. Et au niveau des résultats, ça nous a déjà permis de mapper les compétences et en fait de se fixer des objectifs, de monter en compétences pour les métiers qui sont cohérentes avec nos ambitions, plans de progrès, objectifs business, etc. Donc après, c'est très compliqué, vous savez, de relier une formation à un gain monétaire par rapport à un gain sur la bottom line de l'entreprise. Donc je m'aventurerai pas à dire ça, mais en tous les cas, on a des objectifs de moyens, on va dire, sur la formation et on développe les compétences et du coup, on mesure en fait la progression en termes de compétences sur les métiers supply. Et on le mesure à base de questionnaires STAR. J'ai vu qu'il y avait la question dans le forum. Donc, c'est-à-dire que situation, tâche, action, résultat. Donc, on a listé pour prouver qu'on a un certain niveau de compétence. Il faut répondre à certaines questions, décrire des situations, comment on a réagi, etc. Très bien. Il y avait une petite, non pas une question, mais plutôt une demande, mais qui ne sera pas traitée ce soir, qui était de la part d'un des grands dirigeants de la formation d'un des grands groupes, et qui s'adressait à Marc. Donc, je pense que c'était plutôt à Marc Landru qu'à Marc Lumière, je pense, en lui disant, mais il faudrait que tu parles de l'outil SpeechMe. Donc, Marc, c'était pour la prochaine fois, il faudra ne pas hésiter à parler de SpeechMe. Une question qui s'adresse, je pense, peut-être à Caroline. Question pour les personnes, pardon, chez Renault. Donc, je pense que c'est pour Caroline. Lors du Serious Game, les intervenants ont-ils à disposition les outils comme en situation réelle? Il faut bloquer votre micro les uns les autres parce qu'on ne s'entend plus. Question pour la personne travaillant chez Renault. Lors du Serious Game, les intervenants ont-ils à disposition les outils comme en situation réelle de la production? Exemple, 3D expérience pour du PLM, SAP pour un ERP. Caroline, je pense que c'est pour vous. Oui, en fait, ils n'utilisent pas les outils ou les systèmes d'information de l'entreprise. On reste quand même sur un univers qui ne reproduit pas à l'identique l'univers de Renault, puisqu'il s'agit d'une formation qu'on achète sur étagère, en fait, à l'extérieur. D'accord. Question sur la validation des compétences. Y a-t-il un moyen clair, facile de valider finalement ces compétences compte tenu et de ce fait-là par rapport à des, je suppose, des séances de formation physique avec
des acquis de connaissances, etc. Je rajouterais qu'on a travaillé, nous, avec beaucoup de directions de formation pour faire en sorte que les congrès de la SIA puissent être éligibles à la formation. Et donc, on a fait aussi évoluer cette partie sur l'acquis de connaissances. Donc, y a-t-il des moyens pour valider les compétences? Il y a pas mal de questions autour de ça. Qui peut répondre? Sur l'aspect digital, et donc sur les MOOC, à l'issue du MOOC, on a un ensemble de questions pour voir si les notions ont été acquises. Et donc, suite à ces questions, il y a une validation ou pas de la formation. Après, on a une autre, ça c'est à chaud, et je dirais à froid, chaque personne reçoit régulièrement, c'est-à-dire quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, des questions sur des fondamentaux qui ont été appris et pour rafraîchir régulièrement, je dirais, les connaissances. Ça n'a pas une part de validation, mais ça permet d'avoir toujours en tête les éléments. Et si jamais les résultats sont pas à hauteur du niveau ou des targets qui ont été évoqués, on propose de refaire le MOOC. Donc il y a un lien qui est proposé pour refaire le MOOC, mais c'est pas obligatoire. Je dirais que c'est une aide à l'acquisition de connaissances. D'accord, Frédéric, vous avez répondu parce que la question est de quelqu'un, d'un autre de nos participants ce soir, disait comment s'assurer que le do-it-yourself est correctement assimilé. Vous venez de le dire, c'est par justement ces questions, cet entretien permanent. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres entreprises sur cette partie qui est quand même importante, de comment s'assurer que c'est correctement assimilé et comment on valide? Il y a d'autres expériences, quelqu'un qui veut compléter ce que vient de dire Frédéric, je crois que ça pourrait être bien. Oui, Marc Lumia, je peux compléter. Donc, effectivement, c'est basé sur le QCM avec un score, c'est assez scolaire, de réponse aux questions, et on valide ça avec un certain niveau donc de notes et un certain pourcentage qui est calculé, et on génère un certificat comme un bulletin. Voilà ce que je peux rajouter. Ok, il y avait des questions, des gens certains d'entre vous qui posaient la question de savoir comment on pouvait avoir un outil digital pour créer des vidéos digitales, etc. Et Patrick Benamar rappelle que on peut avec des vidéos utiliser un outil GA qui s'appelle Pitchy, startup basée en France. Et je confirme, nous, que les vidéos de la SIA sont faites par l'équipe Martin et Molly et Marie-Claude depuis 1 an avec le même système Pitchy. C'est des vidéos homemade. Ça marche très bien. Et c'est la petite vidéo que vous avez vue en introduction était une de Pitchy. Donc, je confirme ce que dit Patrick Benamar. Une question qui, moi, me passionne. Et elle a été posée. Finalement, quid des formations digitales partagées entre les entreprises de la filière, c'est-à-dire entre vous tous largement. Comment partager des formations digitales entre les entreprises de la filière? Je suppose derrière qu'on peut faire des économies substantielles et intéressantes. Via, pourquoi pas, quelqu'un dit la SIA et ses communautés d'experts ou via la PFA. Comment partager et d'abord, est-ce que ce partage existe? Quelqu'un peut répondre? À l'heure actuelle, il n'y a pas de partage. Il faut bien voir que beaucoup de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'était des formations qui étaient très très proches du processus de production, donc qui est très très proche finalement des spécificités de chacun. Après, il faudrait qu'on réfléchisse peut-être au sein de la communauté pour voir s'il n'y avait pas des formations sur la sécurité, sur la conduite de certains engins, que ce soit des machines ou la conduite des caristes qui pourraient pas être mutualisées. D'accord. Mais ça peut être ce partage ou une réflexion sur le partage, mutualisation ou partage des uns et des autres. Ça pourrait être la communauté d'experts pourrait regarder cela, Aimé Frédéric? Ça pourrait être une idée. On va voir sur les besoins de la communauté d'experts et le plan de marche sur 2021-2022 si c'est quelque chose qui ressort. Mais oui, pourquoi pas. Oui, je trouve que c'était une bonne idée. Je remercie Bernard Grandel d'avoir posé la question. Véronique Laurin-Grand-Claude pose la question qui s'adresse à Continental, donc à toi, Marc. Badgeage des postes de travail en liaison avec l'habilitation, quelles réactions ont eu les collaborateurs et les partenaires sociaux? Bonne question. Elle est pas vous, c'est Véronique qui la pose, elle est bonne la question. Donc en France, le Code du travail nous autorise à faire cela, contrairement à d'autres pays. Ça, c'est un point important. Je
on n'a pas eu vraiment on a commencé par les aspects qualité qui sanctionnent les produits en expliquant. Il y a eu un gros travail d'explication de pourquoi on faisait cela pour répondre une fois de plus à la qualité client. C'est vraiment l'argumentaire qualité qui est passé en avant, et cet argumentaire vis-à-vis des opérateurs est bien accepté comparé à d'autres. Donc la qualité, je dirais, comme premier vecteur. L'aspect légal qui en France, à ma connaissance, n'est pas bloquant, c'est pour ça que nous avons pu le faire. Donc plutôt bien accueilli. On a procédé par des pilotes, on n'est pas allé partout, hein, évidemment. On y est allé par petits pas, par des pilotes, puis ensuite ça fait orienté qualité, j'aurais dit au départ, ça fait assez boule de neige. Et ensuite, on n'a pas eu de problème majeur, hein, pas de problème avec cela. Donc ça, c'est un point très positif. D'accord. Juste quand on a parlé du partage, là, ça a créé quelques échanges sur le chat. Je vais vous en citer deux. Pour des formations en réalité virtuelle, le partage pourrait être intéressant. Mais Frédéric, je le dis parce que tu présides et donc avec tout le monde, le partage pourrait être intéressant sur des sujets comme la sécurité au poste, par exemple. Et quelqu'un d'autre dit, à défaut de partager des formations complètes, on pourrait partager des éléments, ateliers, engins, devices, et intégrer dans les réalisations réalité virtuelle, par exemple. Voilà, en tout cas, pour la communauté d'experts, moi, je suis ravi de vous, à travers cette conférence et les idées, vous donner encore plus non pas de travail, mais de feuilles de route qui sont extrêmement intéressantes dans ce partage de la filière. Une question, y a-t-il dans vos entreprises des enquêtes auprès d'utilisateurs finaux, donc on pense aux opérateurs, sur leurs souhaits finalement et leurs attentes sur ces formations, sur les postes de travail, et si oui, est-ce que ça a orienté les choses un peu différemment pour vous? Je vous fais tomber dans une abîme de perplexité les uns et les autres avec cette question. La question, c'est est-ce que vous avez fait des enquêtes et quels ont été les résultats des enquêtes que vous faites directement des opérateurs? Moi, peut-être je peux répondre côté Bosch. Donc, oui. Ce qu'on a fait, c'est pas forcément des enquêtes, mais on reboucle régulièrement donc avec la production sur les applications sur lesquelles on a la main. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bosch, donc, on a des applications ou des systèmes que l'on met en œuvre qui sont pilotés par le groupe, sur lesquels là, on est très top-down, donc on a moins la main en local. Et pour les systèmes où on a un peu plus la main sur le développement et les interfaces, on reboucle rapidement avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins, savoir qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration, et on essaie de faire les modifications rapidement pour pouvoir avoir des solutions qui correspondent le plus près de ce dont ils ont besoin. Donc nous, sur le terrain, on le fait régulièrement puisqu'on a une équipe qui est dédiée à la transformation digitale et donc qui œuvre au quotidien pour ça. Après, bien évidemment, ça dépend des infrastructures de chaque entreprise. D'accord. Une question pour… Oui. Pour PSA, et c'est assez classique, on est plutôt en amélioration continue, c'est-à-dire quand on propose quel que soit le type de formation, évidemment, on demande très explicitement, et on relance si c'est pas fait, un feedback sur cette formation. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour les formations digitales, on a globalement des retours qui sont très, très nettement meilleurs que sur les formations classiques. Donc il y a vraiment un enjeu d'attractivité. Et puis l'intérêt du digital, c'est que c'est beaucoup plus facile à adapter, que ce soit le contenu ou la forme, par rapport à des formations classiques basées sur des systèmes papier ou autres, ou présentiels. Donc oui, il y a un système qui est prévu et qui s'améliore finalement quand on utilise les outils digitaux. Très bien. Est-ce que vous utilisez des plateformes pour mettre les contenus MOOC pour les collaborateurs? Question posée par Patricia. Oui. Des plateformes pour mettre les contenus MOOC pour les collaborateurs chez les uns, chez les autres? Oui, tout le monde, quasiment, tout le monde utilise des plateformes. C'est le meilleur moyen de les déployer rapidement et de faire ce suivi. D'accord. Le déploiement de modèles, je vais garder 3 questions pour terminer. Le déploiement de modèles 3D temps réel nécessite une puissance graphique importante. Quelles sont les architectures préférentielles? Pas celle que vous préférez. Joker sur cette question informatique ou d'architecture informatique. Peut-être Philippe, tu as des… Mais si vous n'avez pas de réponse, on garde la question et on fera en sorte d'investiguer la réponse. Hein. Pour PSA, parce qu'on a illustré avec ce type d'outils, ouais. Clairement, aujourd'hui, des casques de réalité augmentée sont largement assez puissants pour gérer ça. Et plus,
Globalement, pour un prix modeste, on a accès à des outils qui gèrent très facilement cette puissance de calcul. Donc il y a vraiment pas de difficulté là-dessus comparément à il y a quelques années où effectivement ça coûtait très cher. Allez, pour terminer, moi j'ai deux questions. La première, c'est plutôt une affirmation, c'est des questions de sémantique que l'un d'entre nous a posé en disant, finalement, comment vous expliquez-vous, comment vous pourriez définir les différences entre compétences et connaissances et ramener au digital? Bon, c'est une question de sémantique, je pense qu'elle est un peu à la fois large, dense, et j'ai peur qu'on ait un peu de mal, sauf si l'un d'entre vous veut répondre à cette question. Mais une question plus directe. Finalement, est-ce que la formation digitale se rapproche-t-elle de l'intelligence artificielle dans tous nos métiers? Non, je pense pas. Parfois, on peut peut-être utiliser de l'intelligence artificielle pour faire des programmes, mais non. C'est pas. Ce sont des choses qui sont assez différentes. D'accord. Et une question sur l'international, parce que vous êtes tous dans des groupes internationaux, avec donc on a compris aussi des universités à vision mondiale ou des départements de formation. Comment vous réussissez à dupliquer toutes ces formations digitales dans toutes les langues? Il y a beaucoup d'outils qui sont nativement, qui ont déjà cette structure native, donc qui sont déjà génétiquement adaptés à un déploiement local. Après, il y a des traductions et l'adaptation, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. C'est même si on fait quelque chose dans une région ou corporate, on a la possibilité dans les équipes locales de réadapter. Alors, réadapter, ça veut dire traduire, mais ça veut dire aussi affiner en fonction des contraintes du pays, des différents outils, des différentes lignes et aussi des contraintes, je dirais, législatives de chaque pays. Donc pour Plasticomium, on traduit dans toutes les langues où on destine la formation. Et je pense que c'est une des grandes promesses du digital. C'est-à-dire, si on regarde aujourd'hui les outils de traduction, ça va être un effort de plus en plus léger, en fait. Un texte se lit maintenant quasiment dans toutes les langues en automatique, et ça devient suffisant pour pas mal d'applications. Alors moi j'ai une dernière petite question avant de conclure ensemble. Finalement, est-ce que ça n'est pas la mesure du ROI de ces formations qui est le vrai driver pour convaincre, ou pour vous est-ce que c'est un autre driver pour convaincre dans vos entreprises de l'utilité, de l'importance de la modernité de ces formations digitales? Le ROI est toujours un indicateur clé dans toutes les décisions de nos entreprises. Maintenant, il y a d'autres indicateurs qui est, on l'a expliqué à un moment, la rapidité de mise en œuvre. Quand on fait des changements avec des nouveaux produits, on peut former plus vite. Alors, ça aura un impact à terme sur le ROI parce qu'on pourra lancer plus rapidement des nouveaux produits, parce qu'on mettra moins de temps à former les gens. Mais il y a cette question de rapidité de formation. Il y a ces questions aussi qui ont été touchées d'adhésion à la formation. Le fait que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à ce type de formation, à la fois parce qu'on peut mieux les intégrer dans le design de la formation et aussi parce que ça s'adapte mieux à leur façon d'apprendre. Donc oui, il y a le ROI, qui est le juge de paix suprême dans nos entreprises, mais il y a aussi d'autres indicateurs qui sont soit la rapidité, soit l'adhésion, qu'on peut aussi regarder et intégrer pour juger de la performance des formations digitales. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aimé Frédéric. Merci à vous tous. Vraiment, il y a beaucoup de félicitations dans le chat félicitations pour cette conférence intéressante et qui montre bien la vitalité de nos actions de formation dans l'industrie automobile, et félicitations à la communauté d'experts pour cette très bonne idée à la fois de conférence utile, ouverte au monde. Merci beaucoup à vous tous, les conférenciers. Merci parce que ça demande beaucoup de temps pour préparer une conférence comme celle-là. On a l'impression, en voyant les slides, que c'est facile. Ça demande beaucoup d'énergie, de coopération. Et c'est le cas de cette communauté d'experts. Merci, Aimé Frédéric, de la diriger comme tu la diriges, avec cette empathie et ce travail commun. Merci beaucoup à vous tous. Rendez-vous prochaine conférence de la SIA, réalité virtuelle, évolution des technologies, des usages, enjeux R&D business, avec l'expert leader du groupe Renault et le maître expert de PSA, Stéphane et Andras. Ça sera le 10 février à la même heure. Merci beaucoup à tous. Bon retour et à très bientôt. Bonsoir.